Huda Beauty, The Body Shop, MAC, Yves Rocher, Rituals, Glossier ou encore Kiehl's, il existe un point commun entre toutes ces marques. Elles ont su créer une identité et un univers de marque extrêmement fort, si fort que leurs noms sont devenus presque naturels dans nos conversations. Les marques sont nombreuses sur le marché des cosmétiques, pour autant il est loin, très loin d'être saturé. Alors toi qui veux te lancer dans ce domaine, tu te demandes quelle identité pour ma marque de cosmétiques en 2022, et c'est la question à laquelle on va répondre ce soir. Donc je m'appelle Emmanuel Connet et avec Powiz, nous accompagnons les futurs entrepreneurs à se lancer. Avec moi ce soir, Jessica, conseillère de formation chez Powiz et experte en cosmétique. C'est un thème qu'on aime beaucoup chez Powiz. On va parler d'identité, d'univers de marque, de tendance, de tout ce que vous devez absolument savoir. Alors bonsoir Jessica, comment ça va ce soir? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Je suis ravie d'être présente pour ce second live, donc avec une thématique qui me parle tout particulièrement, qui est l'identité de marque. On va essayer de vous donner plein de conseils pour justement savoir comment l'optimiser, comment la travailler, quelles sont aussi les tendances 2022 qui se dressent un petit peu sur le secteur cosmétique en termes d'identité de marque. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat, à interagir avec nous. On vous y répondra avec plaisir. Alors moi j'ai une petite question pour nos auditeurs. Sur une échelle de 1 à 10, vous vous situez comment dans l'expertise cosmétique? Est-ce que vous êtes des top experts et donc vous êtes à 10, ou bien est-ce que vous ne connaissez rien du tout et vous êtes à 1? Dites-nous un peu dans le chat quelle est votre connaissance du domaine de la cosmétique. Ça nous fera hyper plaisir d'échanger avec vous et d'en savoir un petit peu plus sur votre niveau d'expertise également. Alors, le thème de ce soir, alors je vois il y a des 6. 6, c'est 3, pas mal. 3, ouais. 5. 5, ok. Donc on est sur une bonne moyenne. On est sur une bonne moyenne, génial. Alors, on va commencer par répondre à une question un petit peu générale pour poser le cadre. L'identité de marque, à quoi ça correspond particulièrement dans le monde des cosmétiques? Jessica, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, l'identité de marque, c'est une thématique qui est tellement vaste que vraiment, je pense que ce soir, on va se concentrer sur les points clés les plus importants. Déjà, pour moi, l'identité de marque, elle répond à 5 questions. Quand vous commencez à travailler votre identité de marque, il y a vraiment 5 points ou 5 questions auxquelles vous devez absolument être capable de répondre de manière structurée, spontanée et plutôt stratégique, qui vont être déjà qui êtes-vous? Qui est votre entreprise? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle fait différemment sur son marché par rapport à ses concurrents? Quelles sont vos missions et quelles sont vos valeurs? Et on reviendra justement sur les définitions de mission et valeurs et comment les opérer à travers votre identité de marque. Quelle est votre vision? Alors, je sais que la vision, c'est quelque chose qui est difficile à définir quand on est en création d'entreprise, mais vous devez être capable de vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que je veux apporter de nouveau sur le marché? Qu'est-ce que je veux améliorer dans la vie de ma future cliente ou mon futur client? C'est vraiment ça qui va vous permettre de répondre à votre vision et surtout, qui ou quelle est votre cible? Quelles sont ses caractéristiques? Pour moi, déjà, c'est 5 questions qui sont importantes que vous devez maîtriser, donc aussi bien dans le secteur cosmétique, mais de manière plus générale dans le branding. Ensuite, je pense qu'il est important pour vous de garder en tête que le branding ou l'identité d'une marque, on a une partie qui est tangible, donc forcément que vous allez voir à travers le packaging, à travers le produit, mais vous avez une partie intangible qui est très important de garder en tête et qui va reprendre un petit peu ce qu'on va aborder ce soir, qui est parfois laissé un petit peu de côté parce qu'on se rend pas vraiment compte de ce que c'est toute la partie intangible d'une identité de marque, qui va reprendre justement vos valeurs, votre mission, votre vision. L'identité de marque, ça va permettre aussi de venir confirmer votre positionnement sur un segment du marché. Si demain vous êtes sur un positionnement plutôt haut de gamme sur le marché,
il va falloir que vous ayez une identité de marque qui soit cohérente. Donc l'identité de marque, elle va se déployer aussi bien sur vos réseaux sociaux que sur votre produit, que sur votre logo, que sur votre charte graphique, votre typographie, votre ton de communication. Donc c'est vraiment de se dire comment j'assure cette cohérence sur plusieurs supports avec mon identité de marque. Oui, c'est vrai que quand on parle de marque, on pense tout de suite, dans un premier temps, logo, code couleur, charte graphique, packaging et les étiquettes. Vraiment, voilà, ce côté visible. Mais justement, c'est la partie visible de l'iceberg. Et ce qu'il faut absolument maîtriser, eh bien, c'est la partie invisible de l'iceberg. Parce que la partie visible, finalement, elle n'est que la traduction de tout ce travail un petit peu conceptuel. Il y a beaucoup de porteurs de projets, justement, qui ont parfois du mal à rentrer dans ce travail conceptuel. Ça fait un peu scolaire, mais c'est tellement nécessaire pour avoir une identité remarquable et qui se démarque. Vous voyez, tous ces mots ont la même racine, hein. Marque, remarquable, démarqué. Tous ces mots ont la même racine. C'est parce que la marque, ben justement, elle a une identité. Finalement, c'est un petit peu comme une personne, comme une personnification. Et je dirais que ça repose sur plusieurs notions clés, hein, justement, comme disait Jessica. Et la première notion clé dans l'identité de marque, ce sont les valeurs. Aujourd'hui, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, hein, mais dans la cosmétique, c'est très très fort en ce moment. Les marques s'engagent pour défendre des valeurs très concrètes et très proches de leurs clients. On est loin des marques qui étaient très éloignées de leurs clients. Là, on est vraiment au plus proche de leurs préoccupations cosmétiques, mais même de leurs préoccupations humaines. Et par exemple, vous avez une marque que vous devez à peu près tous connaître, même si vous êtes à 3, 4, 5 au niveau de votre expertise cosmétique, qui s'appelle So Bioéthique. Les valeurs de la marque So Bioéthique, et elles sont écrites sur leur site, c'est accessibilité, inventivité, plaisir et bienveillance. Et c'est quelque chose qui se traduit totalement dans la stratégie de la marque, puisque la première valeur, c'est accessibilité, et vous les trouvez en rayon de supermarché. Donc là, on a vraiment une marque qui veut être accessible et qui agit en conséquence. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, pour illustrer cela avec un second exemple, il y a une marque que je suis depuis quelques temps, donc une marque cosmétique, qui pour moi illustre parfaitement toute cette notion de branding. Donc ça commence déjà par son nom. Donc c'est une marque, pour vous la resituer un petit peu, qui est une marque de cosmétiques sans eau. Donc le sans eau qui est encore une tendance de niche sur le segment du naturel en France. Et en fait la marque s'appelle Minimaliste. Sauf que il y a un petit jeu de mots avec le liste à la fin. Donc le liste est entre crochets. Donc en fait vous avez la contraction du mot minimaliste, enfin minimal, et le liste entre crochets qui fait un petit peu référence à une liste d'ingrédients. Donc déjà tout de suite dans le nom qui est donné à la marque, on comprend qu'on est sur une marque qui est minimaliste. Le fait de mettre le terme liste entre crochets, on sait déjà qu'on va être sur une marque avec peu d'ingrédients ou quelque chose ou quelque chose de très sain. Donc déjà l'identité de la marque, elle peut passer très facilement rien qu'à travers le nom de votre marque. Et d'ailleurs, pour la petite information, est-ce que tu sais quel est le pourcentage enfin, la part de marques qui a enfin, la moyenne en fait de syllabes utilisées dans le monde pour le nom d'une marque? Je dirais 3. Alors, c'est ça, c'est entre 3 et 5. Dites-vous qu'en France, enfin, dans le monde, 66% des marques dans le monde optent pour un nom de marque qui comprend entre 3 et 5 syllabes. Au-delà de 5, c'est très difficile pour la mémorisation. Donc, c'est important de penser à des détails comme ça. Pour la Oui. mémorisation auprès de vos clients, plus de 5 syllabes dans une marque, ça reste compliqué. En dessous de 3, il me semble que c'est pareil. C'est tellement court que du coup, pour la mémorisation, au final, ça devient pas si simple que ça. Donc le bon nombre pardon, de syllabes lorsque vous êtes en création de marque, c'est entre 3 et 5.
Et d'ailleurs, la plupart, je pense qu'on est souvent sur cette moyenne, hein. Autour de nous, au-delà de 5, ça reste plutôt minoritaire. D'ailleurs, si on a des porteurs de projets ou des entrepreneurs parmi nous, dites-nous votre nom de marque, combien il contient de syllabes. Est-ce que vous êtes à un, non pas un, quoique si sa marque elle Oui, s'appelle O, par exemple, ça. euh, tu peux avoir, est-ce que vous avez une syllabe, deux syllabes, trois syllabes? Essayez de compter un petit peu les syllabes de votre marque, qu'on fasse un petit peu des stats là ce soir sur le live et qu'on sache à combien vous êtes. Et là on a parlé des valeurs. Minimaliste, moi j'adore, c'est-à-dire que ils font de leur principale valeur leur nom, Ouais, c'est avec ça. un petit jeu de mots qui passe crème et euh, et qui fait vraiment la différence. Donc on a 3 syllabes, 5 syllabes. Ouais, on est dans les moyennes, 3, C'est 5. bien, c'est Puis, bien. Vous marquez super, vous marquez des points là ce soir. Donc on va passer après les valeurs, on va voir si vous êtes aussi autant opérationnel sur tout ce qui est mission. Donc la mission d'une marque, pour faire simple, c'est ce que la marque va servir. Quel est le but que la marque sert? Dans le domaine des cosmétiques, par exemple, vous avez Ada Cosmétique, donc c'est le précurseur allemand de la cosmétique hôtelière. Donc c'est un secteur encore une fois de niche, hein. Et eux, leur mission, ils la décrivent comme fabriquer des cosmétiques hôteliers procurant une expérience unique à nos clients et à leurs hôtes. Donc là, on voit tout de suite que leur mission, le plus important, c'est l'expérience. Eux, ils sont vraiment focus sur comment on crée des expériences pour nos clients et leurs hôtes, puisque ce sont des cosmétiques hôtelières. Donc, vous comprenez vraiment qu'ils servent en fait la mission de créer une expérience. C'est là-dedans qu'ils se mettent. Et pour pouvoir avoir justement une très jolie petite marque de cosmétiques, il vous faut absolument une mission. Une mission qui va servir un but bien spécifique. Ça te parle aussi, les missions, je pense, Jessica, dans le domaine de la ah cosmétique, hein? bah, oui, oui, clairement. Aujourd'hui, c'est clairement sur ça aussi qu'on va être capable de se différencier de la concurrence. Ça revient clairement à tout ce qu'on a évoqué auparavant concernant l'identité de marque. Mais pour moi, effectivement, la mission, ça me parle et c'est quelque chose sur lequel c'est très important de prendre le temps de travailler et de se dire pardon, sur quoi je vais capitaliser pour celle-ci. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre raison d'être? Pourquoi on est là? C'est un peu ça la mission. Et après la mission, vous avez la vision. Donc c'est assez différent. La vision, c'est vraiment ce qu'une marque elle ambitionne de faire. Donc on a tous des ambitions différentes avec nos marques et elles peuvent se traduire aussi très différemment. Il y a une mission que moi j'aime bien dans le monde de la cosmétique. C'est la mission de Natessence. Elle a résumé sa mission en 3 mots. Less is more. Donc, encore une fois, on est sur cette tendance minimaliste, hein. Beaucoup de réduction d'ingrédients depuis un petit moment dans le rayon des cosmétiques. Less is more, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils vont toujours revenir à comment on peut mettre moins d'ingrédients, moins de superflu, rester à l'essentiel finalement. Ouais, c'est l'une des missions qui revient très fréquemment aujourd'hui. On sait que qu'il y a eu un grand tournant sur le marché cosmétique depuis le Covid. C'est vraiment un marché où aujourd'hui euh, c'est difficile de prévoir l'avenir sur le marché cosmétique. C'est-à-dire que là aujourd'hui on est sur un marché qui a complètement été bouleversé. Je pense que toutes les prévisions qu'on avait sur 2020 pour les années à venir jusqu'en 2025, elles ont complètement été chamboulées avec le Covid, où on sait que le segment du maquillage a connu un déclin incroyable parce que les personnes ont commencé à moins se maquiller. Bon là, du coup, ça revient un petit peu sur des tendances, mais il y a eu une période où du coup le segment du maquillage était à l'arrêt. On sait que le soin, on a eu ce retour justement un petit peu à des produits plus naturels ou des personnes qui, pendant le Covid, ont pris le temps de plus se concentrer ou faire le temps ou prendre le temps de faire des recherches un petit peu sur les ingrédients. Puis il y a eu aussi toute la montée, l'essor des applications
type Yuka, qui a aussi un petit peu créé un vent de panique chez certaines consommatrices, alors que finalement, on n'est pas non plus sur des applications qui sont totalement fiables et que bien évidemment, les clientes, voilà, c'est pas pertinent que les clients ne se focalisent que sur ça. Ceci étant, c'est devenu un véritable argument marketing. Et je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur certains sites de marques cosmétiques. On a souvent des produits ou des marques qui mettent en avant le 100%, enfin le 100 sur 100 Yuka pour tel produit ou 98 sur 100 pour tel produit sur Yuka, etc. Ça veut dire qu'elles sont déjà dans une démarche d'anticiper un petit peu les craintes et les freins des clientes, tellement justement ce phénomène d'application a pris une ampleur incroyable. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui hein, pour sa conception de produit. Oui, finalement, même dans sa vision, on pourrait avoir une vision qui dirait être au top sur toutes les plateformes. Ça pourrait faire partie d'une vision, alors pas forcément à long terme, mais en tout cas à court terme pour C'est un ça. lancement. Pour un La lancement. marque qui passe sur toutes les plateformes, la marque qui affiche 100 sur 100 sur toutes les plateformes. Oui, bah voilà. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est en live ce soir avec notre experte en cosmétique et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Si vous êtes sur le point de lancer votre marque de cosmétique en 2022 et que vous vous questionnez encore sur l'identité, il y a un point que moi j'aime beaucoup aborder quand on parle d'identité de marque, c'est le positionnement. Parce que le positionnement de communication, qui est différent du positionnement marketing, mais le positionnement de communication correspond à la manière dont une marque souhaite être perçue. Et ça, c'est vraiment important. En fait, c'est une démarche empathique de se dire, moi, comment la marque que je vais lancer, comment je voudrais que les autres, les futurs clients, les gens qui croiseront le chemin de cette marque, ils vont la percevoir. Quel effet elle va leur faire. Et en fait, en se mettant à leur place, on arrive à travailler sur quelque chose de très fin et de très efficace. Par exemple, pour revenir dans le minimalisme, s'il y a une marque qui incarne le minimalisme parce qu'elle se positionne en tant que telle, c'est bien la marque The Ordinary. D'ailleurs, on avait fait un live à ce sujet. Vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube. Euh, et c'est vraiment une marque qui cherche avant tout à être perçue comme minimaliste. Et c'est un pari qui est totalement réussi. Ouais, exactement. Mais effectivement, le positionnement de communication aujourd'hui, je pense que quand on a du mal à trouver son positionnement de communication, c'est qu'on a peut-être mal ficelé ou peut-être qu'il y a certains points de son identité ou de sa plateforme de marque qui ne sont pas en fait bien verrouillés, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Emmanuel, mais pour moi, une fois qu'on a bien verrouillé son identité de marque et qu'elle est clairement définie, normalement, on a quand même un positionnement de communication qui va se tracer assez naturellement par la suite. Et c'est vrai que justement, encore une fois, on revient sur l'identité de marque qui reste quand même un travail très stratégique, un travail de fond. Comme on vous l'a dit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas tangible en fait au final. J'ai envie de vous dire, la seule partie visible de l'iceberg qu'on peut plus ou moins voir au final, ce sont les produits et le logo. Mais pour le reste, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc le positionnement de communication, clairement, faut être capable d'avoir à la fois cette maîtrise, la maîtrise, enfin cette très bonne connaissance même de sa cible, donc d'avoir déjà prédéfini et même défini un cœur de cible. Encore une fois, il est important de garder en tête que une marque, un produit, on a un cœur de cible. Aujourd'hui, sur le marché cosmétique, on ne peut pas avoir un produit avec plusieurs cibles. Alors quand je dis plusieurs cibles, j'entends 3 ou 4 cibles, hein. On peut bien évidemment avoir une cible et une cible secondaire, mais vraiment ne vous dispersez pas avec plusieurs cibles parce que c'est là où justement votre positionnement de communication il va pas vraiment être clair, ça va être compliqué de vraiment bien vous adresser à votre cible et de bien cibler en fait votre message. Et c'est surtout que votre cible ne va pas se reconnaître à travers ce que vous allez véhiculer comme message et comment vous allez communiquer. Donc c'est hyper important de vraiment verrouiller votre identité de marque et votre cœur de cible pour bien vous positionner par la suite.
Yes, oui, bah, c'est exactement ce à quoi je pensais. Non seulement il y a la plateforme de marque et il y a la connaissance de la cible. Et pour bien connaître sa cible, quand on est petit, hein, quand on se lance tout seul, qu'on crée sa marque de cosmétiques et qu'on y va, qu'on se jette à l'eau, c'est mieux d'avoir effectivement une seule cible, un cœur de cible bien précis pour pouvoir en affiner la connaissance, créer de la proximité avec cette cible et bien la servir à travers sa mission. Alors j'ai vu qu'on a eu quelques questions. Comment faire pour que notre identité de marque soit forte et que notre cible se sente proche de nous? Et on a une autre question également. Est-ce possible de vendre un savon fabriqué hors Union européenne? Donc on a une question plus orientée communauté et une autre question plus orientée législation. Yes. Alors, pour répondre à la première question de Johanna, donc déjà Johanna, merci pour ta question. Comment faire pour que notre identité de marque soit forte? L'identité de marque, ça comprend plusieurs éléments. C'est-à-dire que vraiment, ça va être la coordination de tous les éléments qui va permettre d'avoir une identité de marque solide. Déjà, ça va commencer à travers le côté visuel. Ton logo, par exemple. Aujourd'hui, un logo, c'est important d'être capable de prendre en compte le sens des formes et également tout le côté, tout le symbolisme autour des couleurs. Chaque couleur véhicule des choses, véhicule des valeurs, véhicule des émotions auprès de personnes. Donc déjà, ça va commencer par là. Ça va également inclure du coup le ton de communication que tu vas employer pour ta marque. Ça va peut-être même inclure ton slogan. Ça va inclure le storytelling que tu pourras avoir sur tes produits. Ça veut dire qu'une identité de marque forte, plus tu vas vraiment assurer une cohérence entre tous les éléments, et en fait, il y en a tellement que c'est compliqué de tous les citer, parce que si on les cite tous, vraiment, ça va nous prendre l'intégralité du live. Mais là, j'ai résumé vraiment sur les choses qui me viennent en tête spontanément. Mais plus tu vas assurer une cohérence entre ces éléments, et plus tu vas avoir une identité de marque qui est forte. C'est surtout l'identité de marque, elle va permettre en fait juste de véhiculer les valeurs que tu veux transmettre. Si tu veux transmettre je te donne un exemple un petit peu un extrême, mais demain, une marque qui veut transmettre des valeurs plutôt naturelles pour ses produits, elle sait qu'elle va pas communiquer principalement avec une charte graphique qui sera sur du noir et blanc, par exemple, parce que ça véhicule pas les valeurs, etc. Là, je vous prends vraiment un exemple qui va à un extrême pour que vous compreniez bien l'idée, mais c'est vraiment en fait tous ces éléments mis bout à bout qui vont te permettre de construire une identité de marque. Mais encore une fois, c'est un gros travail de fond qui est très stratégique, qui prend du temps aussi, enfin qui peut prendre du temps si du coup on a encore un petit peu de mal à se positionner sur son marché. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et on avait une seconde question. Alors, la seconde question qui était... Alors, je l'avais sous les yeux. Qui était de Boost ton mindset. Déjà, merci pour ta question. Est-ce possible de vendre un savon fabriqué hors Union européenne? Tout dépend déjà de quel pays il vient. Je pense que tu parles d'un savon qui est importé, du coup, à mon avis. Tu as un ensemble de législations qui doit être en règle, notamment ce qu'on appelle le DIP. Donc, c'est surtout de ce côté-là où il va falloir que tu t'assures que tout soit dans les règles pour qu'il puisse être vendu dans l'Union européenne. Et si tout est en règle, il n'y aura pas de souci, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que l'Union européenne est soumise à une législation assez stricte par rapport à d'autres continents, d'autres pays. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même s'assurer que tout soit en règle de ce côté-là. D'ailleurs, booste ton mindset si tu veux peut-être avoir plus de précision. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est de nous envoyer un petit message privé pour qu'on puisse te proposer un rendez-vous par téléphone avec Jessica, que vous puissiez vraiment discuter en profondeur de tous les détails parce que là, on n'a pas tous les éléments. Comme vous avez vu, il y a plusieurs points à observer et ça sera sans doute très, très enrichissant. Moi, j'avais vu passer une autre question sur la communauté. C'est une question qui m'a tout de suite parlé. C'était pour avoir une communauté engagée.
si je me souviens bien. Et en fait, ça tombe bien parce que c'est une chose dont j'avais vraiment envie de vous parler par rapport à l'identité de marque. En fait, pourquoi il faut miser gros sur son identité de marque? Parce que le marché des cosmétiques, on l'a dit, il n'est pas saturé, néanmoins il est très concurrentiel. Il y a les grosses marques, il y a les petites marques, il y a les grosses marques qui essayent de se réinventer pour se mettre au niveau des petites marques. Il y a les marques digitales natives, donc qui font un tabac sur les réseaux sociaux. Il faut réussir à trouver sa place. Et pour justement réussir à trouver sa place, le moteur, ça va être la communauté. Mais quand on parle d'une communauté, moi j'aimerais vous parler de la théorie des 1000 vrais fans. En fait, l'idée, c'est dès le début, dès le lancement du projet, pas forcément le lancement du produit, hein, parce que le produit peut être lancé après le lancement du projet. Mais dès que le projet est lancé, eh bien, on va aller chercher 1000 véritables fans. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut aller les chercher. Euh, Déjà, comment on identifie ce qu'est un véritable fan? Ben, c'est quelqu'un, c'est pas un abonné qui va juste s'abonner et voilà. Non. Un véritable fan, c'est quelqu'un qui aura énormément confiance en vous, qui va suivre toutes vos nouveautés, qui va être à l'affût, d'autre part qui va vous soutenir, qui va vous recommander dans ses cercles d'amis, de famille, d'entourage, peut-être même de collègues, qui vous suit fidèlement sur les réseaux sociaux. Généralement, il va pas vous suivre que sur Instagram, il va aussi essayer de vous suivre un petit peu partout, parce que c'est une personne qui partage profondément les valeurs que vous défendez. Il a la même vision du monde que celle que vous défendez. Vos références, votre façon de penser, tout ça, ça le touche énormément. Et surtout, c'est une personne qui va acheter tout ce que vous sortez comme produit. Donc, à partir du moment où vous arrivez à trouver 1000 personnes comme ça, et aujourd'hui, avec la puissance des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Alors, ça peut se faire vraiment uniquement par la création de contenu. Donc, une fois que vous avez réussi à trouver ces 1000 vrais fans, admettons que vous parte sur la vente d'une crème qui coûte 25 euros. Donc, 25 fois 1000, si ils l'achètent tous, vous rentrez 25 000 euros de chiffre d'affaires. Avec une marge, on va dire, à 50%, ça vous fait un 12 500 euros entre guillemets dans la poche pour pouvoir d'une part vous rémunérer et d'autre part réinvestir. Donc ces 1000 vrais fans, dès le départ, ils vont vous permettre de pérenniser votre marque et votre business. Donc voilà, c'est extrêmement important d'aller chercher cette communauté de cette manière-là. Et bien, comment on va la chercher? À mon sens, c'est par la création de contenu. Mais voilà, encore une fois, si tu as des questions plus spécifiques au niveau de la création de communauté par rapport, est-ce que tu es déjà lancé ou est-ce que tu n'es pas encore lancé? Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à nous envoyer un petit message privé sur Instagram, qu'on puisse en discuter et peut-être derrière te proposer quelque chose, tout du moins d'avoir une discussion autour de ce projet. Alors, il y avait une question également de Joanna. Donc, que penses-tu du fait que Rihanna ait sorti 40 teintes de fond de teint contrairement aux autres concurrents qui l'avaient pas fait avant? Le marché du maquillage, pour faire un petit parallèle, c'est un marché qui est juste incroyable aujourd'hui parce qu'il est devenu très inclusif. Il y a quelques temps, il y a une dizaine d'années encore, quand on voulait avoir une teinte sur des peaux métissées, des peaux noires, ou qu'on avait même peut-être une couleur de peau qui était sur un entre-deux, clairement, on se redirigeait vers MAC ou Make Up Forever, en tout cas les marques de maquilleurs professionnels. Ce qui explique ce changement, en fait, c'est vraiment déjà l'arrivée des marques de cosmétiques de qualité à petit prix qui ont commencé à arriver en fait avec ce côté professionnel à bas prix. Je pense notamment à l'arrivée des marques comme Kiko, comme NYX, qui ont commencé aussi un petit peu à casser les codes. Pourquoi casser les codes? Parce qu'ils sont arrivés du coup avec une bonne qualité, donc une qualité qui est quand même correcte, mais avec un prix beaucoup plus bas et avec justement ce qui marchait chez les marques professionnelles, à savoir des teintes un petit peu plus élargies, plus de texture. Ils ont pris en compte plus de caractéristiques en fait des teintes, à savoir les sous-tons. Donc les sous-tons, aujourd'hui une teinte, on a des sous-tons plutôt chauds, plutôt froids, plutôt neutres. Les grandes marques ont mis énormément de temps à se rediriger vers là. L'une des premières qui a commencé à le faire
sur les marques de parfumerie, ça a été Lancôme à l'époque qui a commencé un petit peu à s'intéresser aux peaux noires. Celle qui a vraiment cassé les codes par la suite, c'est la marque Dior avec sa gamme qui s'appelle Dior Backstage. Dior Backstage, on est vraiment sur quasiment un packaging similaire aux produits de chez MAC et on est sur une marque de maquilleur professionnel, vraiment avec cette prise en compte des sous-tons, des teintes chaudes, des teintes froides, etc. Donc, je sais pas combien il y a de références, mais je pense qu'on est autour de 40. Donc, la marque Fenty, clairement, pour moi, elle va dans la continuité de cet essor, justement, de cet essor à vouloir professionnaliser les marques. Donc, le tout propulsé par Rihanna, ça ne pouvait que fonctionner. C'est une personne qui prône l'inclusivité, forcément. Donc, pour moi, c'est une superbe chose ce qu'elle a fait. Mais c'est vrai que voilà, elle a pu bénéficier aussi de l'essor de tout ce cheminement en fait, de prise en compte de ce côté inclusif, des teintes, etc. Mais effectivement, les grandes marques ont perdu en crédibilité. Aujourd'hui, je trouve que ça change un petit peu. Les personnes, en fait, on a eu une tendance il y a quelques temps où les personnes étaient plutôt dans la recherche de qualité, mais avec un budget plus limité, parce qu'elles se rendaient compte qu'en fait, on trouvait quand même de la qualité partout. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un petit retour sur certaines marques un peu plus onéreuses. Mais c'est vrai que les grandes marques, beaucoup ont perdu leur crédibilité. Aujourd'hui, des marques comme Make Up Forever et MAC, c'est des marques qui sont quand même en déclin par rapport au marché qui voilà, ne sont plus forcément les marques de référence des maquilleurs, hein, clairement. Il y a beaucoup de make-up artistes qui n'utilisent pas ces marques. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de personnes qui lancent leur propre marque de maquillage et même les make-up artistes. Donc c'est vrai que c'est un cheminement qui a énormément changé. Pour répondre à ta question, Johanna. Et alors, par rapport à la création d'une marque de cosmétiques en 2022, j'ai trouvé que ce serait intéressant de parler un petit peu des valeurs sur lesquelles on pourrait développer une identité de marque qui serait puissante. Dans le monde de la cosmétique, il y a des valeurs en ce moment qui sont très très tendances et sur lesquelles on peut surfer. Alors j'en ai quelques-unes, mais je suis sûre que toi aussi t'en as plein. J'espère à les partager. Alors vas-y, on va faire un peu de ping-pong. Ok, c'est noté. Alors moi, l'une des premières valeurs, pardon, qui pour moi revient et qui fait écho à toute cette idée de communauté, comme on l'a abordé précédemment, c'est la proximité. Pourquoi la proximité? Tout simplement parce qu'il y a un essor incroyable du digital. Aujourd'hui, on sait que le digital est au cœur de quasiment toutes les marques. Cette notion de communauté. Aujourd'hui, une personne, votre cliente, elle doit se sentir considérée, elle doit se sentir appartenir à une communauté et on a beaucoup de choses qui se sont mises en place, qui sont presque tendances aujourd'hui pour accentuer ce côté proximité qui sont, par exemple, tout ce qui va être lié à la co-création. La co-création, c'est-à-dire que votre communauté va créer avec vous votre produit. Vous allez les sonder à travers vos stories Instagram, à travers les stickers. Qu'est-ce que vous préférez? Quel nom souhaitez-vous donner au produit? Je sais qu'il y a une maquilleuse en France que je suis énormément qui fait un excellent travail sur sa marque de maquillage qui est la maquilleuse Adjinaya qui est en pleine construction, enfin en pleine réflexion sur sa palette de fard à paupières et la dernière fois elle a sondé sa communauté pour l'aider à choisir des noms pour les fards à paupières de sa palette. Donc en leur demandant quels étaient les noms qu'elle pourrait donner à chaque fard à paupières. Donc, vous voyez, ce côté co-création, c'est quelque chose que la communauté aime beaucoup. Ça permet de fédérer, ça permet de lui sentir, de venir accentuer ce côté proximité et de justement créer une relation de confiance aussi sur du long terme. Oui, d'ailleurs, alors parenthèse, chez Powys, on ne vend pas de cosmétiques, mais on aime bien co-créer avec la communauté. La semaine dernière, on a demandé à nos abonnés de choisir pour la vignette YouTube, puisque nos lives sont Exactement. retranscrits sur YouTube. Et on a eu énormément de réponses. Les abonnés avaient vraiment envie de voter pour leur vignette préférée. Donc, on les a écoutés. Et on a donc du coup vous pourrez reconnaître la vignette quand vous allez sur notre chaîne YouTube, vous verrez il y a une vignette spéciale pour les lives. Eh bien c'est la vignette qu'a choisi notre communauté. On avait un ancien design, on leur a proposé un nouveau design, ils ont voté pour le nouveau. Donc voilà, sachez que ça marche dans tous les domaines, mais dans la cosmétique c'est nouveau. C'est vraiment, ça ne se faisait pas avant. C'était les marques qui, c'était descendant en fait. Les marques venaient avec quelque chose qu'elles proposaient aux consommateurs. Point. Aujourd'hui,
les marques écoutent publiquement les consommateurs. Et donc oui, effectivement, la proximité, c'est au top, c'est dans le top 3 des valeurs sur lesquelles vous pouvez créer une identité qui sera vraiment puissante. Il y a une autre valeur qui est incontournable, c'est la beauté clean. La beauté clean, il y en a qui ont commencé il y a quelques années, ils étaient visionnaires, et là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, mais c'est pas pour autant que c'est saturé, la beauté clean. On peut encore construire de jolies marques sur cette valeur, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, on est encore en plein essor de cela. Et pour le moment, effectivement, on a beaucoup d'appellations qui sont la green beauty, la clean beauty, etc., qui ne sont pas encore pour le moment régies d'un point de vue définition. En tout cas, on n'a pas une définition à proprement parler. Donc c'est vrai que les marques aujourd'hui, même d'un point de vue marketing, elles surfent un petit peu sur la tendance, mais effectivement, ça reste l'une des valeurs qui est à prendre en compte pour 2022. Moi, l'une des valeurs sur laquelle j'aimerais rebondir, qui est pour moi très intéressante à exploiter et qui va pour moi exploser dans les prochaines années, c'est la valeur, l'idée, c'est tout ce qui est lié au self-care, à l'acceptation de soi. C'est une valeur qui est de plus en plus mise en avant par les marques. Et j'ai même envie de vous raconter une anecdote. Il y a quelques années de cela, la marque Make Up Forever, lorsqu'elle a sorti son fond de teint leader, le HD, le HD, c'est ça, sur leur campagne de communication. Donc là, je vous dis ça il y a 10 ans en arrière. Donc c'était une campagne pour du fond de teint. Ils avaient mis en avant le fait que les modèles, le fait qu'il n'y avait aucun filtre, aucune retouche photo sur les modèles. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de ce côté un peu visionnaire de l'acceptation de soi, du self-care? Vraiment, on est sur un retour à justement montrer les personnes telles qu'elles sont en fait, des personnes qui nous ressemblent. Excusez-moi. Sans justement retouche, sans être dans l'idéologie d'une personne. C'est vrai qu'on sait que les réseaux sociaux ont vraiment un impact un peu négatif sur le physique des personnes qui s'identifient toujours justement à leur influenceuse préférée. Alors, excusez-moi. Je suis de retour. Mais l'acceptation de soi, en tout cas, c'est vraiment une idéologie à prendre en compte et l'une des valeurs qui est très, très importante à prendre en compte pour les prochaines années. Bah, écoute, je suis totalement d'accord avec toi. D'autant plus que l'acceptation de soi, la réappropriation de son corps, c'est une valeur qui est transversale. C'est-à-dire que bien souvent, les domaines d'activité, les secteurs, les différents marchés sont connectés les uns aux autres. Donc, on a cette valeur de réappropriation du corps, d'acceptation de soi, de self-love, qui est très forte dans le domaine des cosmétiques, et que vous allez aussi retrouver dans le secteur des sous-vêtements, que vous allez aussi retrouver dans certains secteurs de la mode. Et d'ailleurs, j'en parlerai lundi prochain dans ma story. Je vous ai préparé un lundi business sur une tendance qui s'appuie sur justement cette réappropriation du corps. Donc non seulement c'est très puissant en ce moment en cosmétique, mais en plus ça rayonne sur d'autres secteurs de marché. Donc là, c'est vraiment le signe pour vous qui êtes porteur de projet. Ça doit vous faire un petit signal comme ça. Tendance, 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 ne surtout pas louper la vague. Vous feriez vraiment une belle fleur de prendre cette vague et de surfer dessus pour votre futur projet. Ouais, Et, exactement. alors moi, ce que j'avais noté d'autre, alors bien sûr, on en a parlé, l'inclusivité, ça fait un petit moment, on était C'était parti, voilà, on on était était synchro synchro. Oui, bah, moment. c'est normal. Après le top 3, on avait le numéro 4, l'inclusivité. On a parlé de Fenty. Et en fait, Fenty, Rihanna, moi j'avais écrit carrément un article sur elle sur mon compte LinkedIn parce elle avait été précurseur, elle avait ouvert une voie et après tout le monde a voulu s'engouffrer dedans. Mais elle était très courageuse de partir sur ce terrain et en même temps très visionnaire parce que inclure des gens, ça veut dire toucher plus de monde, donc vendre plus de produits. Donc ça reste aussi du business. Mais quand les valeurs et le business font bon ménage, c'est quelque chose qu'on aime bien.
et les consommateurs ne vous en tiendront pas rigueur. Donc oui, on a l'inclusivité, donc avec Fenty, peut-être tu avais d'autres exemples. Il y en a beaucoup maintenant qui s'y sont mis à l'inclusivité. Ouais, l'inclusivité, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Moi, ce que j'ai en tête, c'est une jeune marque que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai trouvé très intéressante, qui est une marque de maquillage, donc qui est dédiée aux peaux noires et aux peaux métissées. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à travers les visuels, on avait la considération d'une peau albinos, donc qui est clairement peut-être un petit peu mise de côté sur les produits ethniques. Et j'ai trouvé que justement cette notion d'inclusivité, on l'a retrouvée à travers ce visuel. En tout cas, c'était quelque chose où je me suis dit, voilà, un exemple d'inclusivité qui est très parlant. J'ai trouvé que voilà, l'inclusivité, c'est quelque chose qu'on va retrouver à travers les visuels, à travers le développement produit, mais vraiment, voilà, c'est une valeur que j'ai trouvé très intéressante et pour preuve, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, en tout cas sur des marques qui étaient plutôt segmentées peau noire, peau métissée. Donc le fait d'inclure justement des personnes qu'on voit peut-être de manière plus minoritaire dans la mode ou dans les cosmétiques. Donc vraiment l'inclusivité pour moi, oui, il a clairement sa place dans le top 4 des valeurs. C'est clair. Alors après, ce que j'ai beaucoup vu en ce moment, c'est tout ce qui est réduction des déchets. En fait, ça se voit que c'est quelque chose qui tient au cœur des consommateurs, des Français. Faut dire que notre génération, dès l'école, on a eu vraiment ce travail éducatif, pédagogique, de nous apprendre justement à protéger l'environnement, et encore plus avec la génération de nos enfants, il y a ce vrai travail qui est fait, et ça porte ses fruits, puisqu'on a des adultes qui se sentent concernés par la réduction des déchets, et donc, eh bien, on a des marques qui rejoignent ces préoccupations-là. D'ailleurs, souvent, elles sont lancées par des fondateurs qui eux-mêmes ont ces valeurs très, très, très à cœur. C'est ça qui fait qu'ils arrivent justement à aussi bien les incarner et à transmettre le message d'une manière aussi impactante. Il y a une petite marque une marque que moi j'ai beaucoup aimée dans ce sens, c'est la marque Unbottled, qui mise vraiment beaucoup sur la réduction de plastique, par exemple. Et il y a une autre marque aussi dont le nom m'échappe, mais je vois tout le temps les publicités sur YouTube. En fait, le gars, tu souris, tu vois aussi la pub. Le gars dit, vous voyez, en fait, dans le contenant en plastique, il y a ça de plastique, il y a ça d'eau, et en fait, il y a ça de produit. Et il nous explique, en fait, c'est hyper pédagogique. Donc, c'est pour ça que je faisais aussi le lien avec l'école. Je pense vraiment, la réduction des déchets, ça concerne de plus en plus de monde. C'est clairement devenu presque un peu en tout cas, la dimension éthique et écologique, elle est quasiment devenue presque impérative pour les marques cosmétiques, de communiquer dessus. Quand je vois toutes les grandes marques, toutes les marques leaders aujourd'hui, elles essayent vraiment de limiter, que ce soit leur empreinte carbone ou autre. Même aujourd'hui, pour vous dire, le parfum est un segment qui est touché par ce phénomène. Et pourtant, le parfum, c'est pas le segment de marché le plus simple, mais le parfum, par exemple, on va essayer de réduire cela par rapport à des encres végétales, par rapport au fait de pouvoir recharger le flacon. On va essayer d'être sur des flacons qui vont être plus légers, qui prennent moins de place. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, toutes les marques, elles essayent, enfin, elles cherchent en fait euh, comment elles peuvent communiquer, enfin comment elles peuvent avoir cette dimension éthique, écologique, parce que c'est quelque chose qui est demandé et que les consommateurs regardent. Et s'ils se rendent compte que vous n'avez aucune dimension peut-être éthique ou écologique, ils vont tout de suite passer leur chemin en fait. Ouais. Et à mon sens, ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir transcrire ces valeurs dans un business model, c'est-à-dire une structuration de l'entreprise. Donc, ok, on a des valeurs auxquelles on tient, qu'on veut défendre, on sait que ça va toucher les consommateurs, mais il faut aussi que ça génère un business rentable derrière. Donc, d'où l'importance de réaliser un business model qui va être vraiment personnalisé en tenant compte de ces valeurs. Et j'en profite pour vous dire que on offre 2 heures de business coaching pour réaliser son business model Canva
avec nous, ça se passe le samedi 11 décembre et il y a seulement 20 places. Donc, si vous avez envie d'avoir un coaching pour vous permettre de réaliser votre business model Canva, eh bien, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la bio. Ça vous permettra de déposer votre candidature et probablement d'être sélectionné pour remporter 2 heures de business coaching offert. Et parmi les autres valeurs, il y a un classique donc on n'a pas encore cité, qui est la cause animale. La cause animale, et de plus en plus, ça se transforme en... enfin, je relierais en fait la cause animale et la tendance végane. Il y a vraiment ça s'emboîte en fait, ces deux valeurs s'emboîtent pour créer une tendance qui se répand énormément dans les cosmétiques. Mais il y avait quand même un précurseur dans la défense de la cause animale, c'était The Body Shop. Ouais, bien sûr, oui, c'est une marque incontournable de ce côté-là qui a été vraiment, comme tu l'as dit, hein, largement précurseur sur ce segment. Tout à fait. Ça touche même les marques de luxe, puisque Marc Jacobs Beauty, pour sa branche beauty, surfe aussi sur la tendance de la protection des animaux. Donc vous voyez que ça peut vraiment, quel que soit votre positionnement marketing, que vous soyez une marque accessible, comme on l'a dit au début de ce live avec SoBioéthique, ou bien une marque de luxe qui recherchait un positionnement tel que celui de Marc Jacobs, et c'est tout ce que je vous souhaite, eh bien vous pouvez très bien euh, agir à la manière qui convient à votre positionnement pour la cause animale. Ce que j'ai vu beaucoup aussi, c'est les marques qui s'engagent pour le développement durable. Notamment, j'ai relevé une marque coréenne que les experts, alors, tout à l'heure, on vous a demandé quelle expertise vous aviez en cosmétique. Peut-être que les experts la connaissent. Donc, elle s'appelle Innisfree et elle s'engage pour le développement durable en sourçant ses produits dans une île, sur une île bien particulière. Et ça me fait penser aussi à Crème, Crème dont on aime bien parler, qui source ses produits principalement en France, ou bien 100% en France, une petite approximation, et qui met en fait sur son site les points d'origine de ses produits sur une petite carte. Donc, il joue vraiment la carte de la transparence. On a ce souci du développement durable et d'une consommation responsable. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est des petits éléments aussi comme ça qui vont permettre de venir renforcer votre identité de marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire transparaître enfin, véhiculer la transparence, communiquer sur cette dimension écologique, ça peut être, comme on l'a évoqué, le fait d'afficher ou le fait de communiquer sur les lieux où sont sourcées vos matières premières de manière très précise, avec peut-être un storytelling autour de ces lieux ou autour de l'histoire qui évoque la raison pour laquelle vous avez choisi ces lieux. Donc c'est tous ces éléments qui vont permettre aussi de mettre un petit peu de manière opérationnelle, de traduire en tout cas de manière opérationnelle votre identité de marque. Et encore une fois, c'est une démarche qui est vraiment transversale parce qu'il y a quelques jours, je vous ai partagé une publication de la marque de vêtements Balzac. Donc là, on bascule dans la mode, qui a partagé la localisation de chacun de ses fournisseurs. Donc, on parlait l'autre jour de faire une veille de marché accrue, et là, on voit que en faisant un peu de veille sur des marques qui sont mainstream, enfin, entre guillemets mainstream, qui sont très connues en tout cas, on arrive à avoir non seulement des informations, mais surtout des tendances qui se dégagent. Alors moi, ce que je voulais vous proposer peut-être, c'est de nous poser vos questions. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, une dizaine de minutes à passer ensemble. Posez-nous vos questions au sujet de tout ce qui est cosmétique, lancement de produits, lancement de business, construction du projet, comment on fait pour structurer son projet, comment on fait pour construire une communauté, comment on fait pour communiquer sur les réseaux quand on est une marque de cosmétiques. On a encore quelques minutes ensemble, vraiment n'hésitez pas. Et en attendant, peut-être que Jessica, tu avais encore d'autres choses pour compléter ce sujet. Écoute, on va voir si déjà on a quelques questions sur lesquelles on va répondre en priorité, mais après,
oui, j'ai quelques petits tips à vous communiquer pour tout ce qui est construction de votre identité de marque, qui pourront toujours vous être utiles ou que vous pourrez mettre en pratique de manière assez opérationnelle. Et bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, on va peut-être attendre quelques instants s'il y a des questions. Oui, c'est vrai que ça prend toujours un petit peu de temps de taper les questions Ouais, dans le chat. Et en plus, ça s'affiche en décalé. c'est ça Mais ouais, exactement. n'hésitez vraiment pas. Je sais que c'est l'heure du repas. Peut-être il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais qui n'ont pas la possibilité de venir taper dans le chat parce qu'ils sont en train de cuisiner de l'autre côté ou bien de manger avec leur main droite et du coup ils n'arrivent pas à taper en même temps. Mais si tu as quelques tips justement sur lesquels conclure ce live, eh bien allons-y. On va utiliser les quelques minutes qui nous restent. Yes. Alors, comme je le disais, je pense que pour moi, des outils qui est très intéressant, si vous n'arrivez pas à définir votre univers visuel, j'ai l'impression que c'est une problématique qui revient fréquemment. Le fait de ne pas savoir en fait quel univers visuel on veut donner ou quelle dimension visuelle on veut donner, n'hésitez pas à travailler avec un super outil qui est le mood board. Vraiment, c'est un outil qui va vous permettre de vous projeter, de dessiner un petit peu les contours de votre univers. Donc le mood board, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, c'est une sorte de tableau, donc ça peut être un tableau virtuel, hein, sur lequel vous allez mettre plusieurs photos qui vont en fait venir exprimer votre univers. Donc c'est pas obligé, enfin il n'est pas obligé d'avoir une cohérence entre ces photos. Au contraire, c'est justement le fait d'avoir quelque chose de déstructuré qui va permettre de dresser en quelque sorte votre univers. Et à partir déjà de ce premier jet entre guillemets, vous allez avoir peut-être des choses qui vont vous traverser l'esprit, même peut-être des valeurs qui vont venir spontanément en regardant ce que vous avez pu créer. Donc ça peut être un excellent outil sur lequel vous pouvez rebondir, en tout cas pour créer votre univers visuel et même peut-être venir confirmer votre identité de marque avec les valeurs, la vision, etc. En vous disant, est-ce que cet univers visuel est cohérent avec les valeurs que je veux véhiculer? Est-ce que j'arrive à trouver un fil conducteur entre ce côté visuel que j'ai créé et les valeurs que je veux véhiculer? Donc n'hésitez pas, en tout cas pour les personnes qui sont beaucoup plus visuelles, qui ont besoin de créativité, qui sont peut-être moins stratégiques, le mood board est une très très bonne alternative. Ça, c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment euh, très adapté pour les personnes qui ont un profil visuel. Les personnes qui ont un profil visuel, moi dans une session de formation, je les repère assez rapidement. C'est des profils en fait, au premier abord, on peut avoir l'impression, on vous a peut-être toujours dit que vous n'étiez pas trop scolaire, les études, ça vous a jamais passionné. Mais pour autant, vous êtes très loin d'être bête, au contraire, et vous êtes plutôt très créatif, très inventif et vous avez un sens de l'esthétique assez naturel. Ça, ce sont des pistes qui laissent penser que vous seriez un profil visuel. Vous pouvez aller encore plus loin en vous questionnant sur votre manière d'apprendre. Je sais que il y a trois types de mémoire, hein. Vous avez la mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. Donc, kinesthésique, c'est tout ce qui est au niveau de l'expérience qu'on vit, du ressenti, du toucher, etc. Si vous avez une mémoire visuelle, vous vous souvenez vraiment des choses que vous voyez, eh bien le mood board, ça peut être un excellent outil pour pouvoir réaliser pour travailler en profondeur sur tous les aspects de l'identité de marque dont on a parlé ce soir. Et ce qui est génial, c'est que à notre époque, vous n'avez plus besoin de faire votre mood board à la main en découpant des magazines et des journaux. Hein, on est en 2021, donc vous pouvez aller sur Pinterest et vous faites des mood boards à volonté, des mood boards à n'en plus finir. Et c'est un régal en plus, c'est un véritable régal. Donc non seulement vous allez travailler sur une identité de marque
qui sera performante, qui sera à votre image, qui sera vraiment unique. Mais en plus, vous allez passer un super bon moment. Donc oui, plus pour le mood board et pour tout ce qui est outils visuels. Yes, exactement. Alors, j'ai vu qu'on a une petite question. Emmanuel, comment allier l'écologie dans les packaging tout en étant premium? L'écologie dans les packaging tout en étant premium. Donc en fait, la crainte qui se cache derrière, j'ai l'impression, c'est que si on a des packaging qui sont écolos, ils vont avoir une couleur un petit peu comme ça, peut-être un petit peu proche du papier craft ou du papier recyclé, ou voilà, ça va être quelque chose comme ça d'un peu grisâtre qui donne pas trop envie. C'est ça la crainte, hein, je pense. Hein, Ce Jessica, qui est-ce est que tu marrant, comprends je pense, mais ce qui est marrant, c'est que le côté écologique a toujours eu une, un retour, en fait, un peu négatif. En fait, quand on pense écologique, on a toujours l'impression, soit on est sur une qualité un peu inférieure, ou on est sur quelque chose de moins bien, entre guillemets. Et d'ailleurs, en cosmétique, c'est l'image qu'avaient les produits bio pendant de très nombreuses années. Les produits bio, ils avaient pour retour parfois des personnes qui avaient comme frein, j'ai peur que ça ne soit pas efficace. Ça veut dire que les personnes se disaient parce que c'est bio, bon, peut-être que c'est plus sain, mais c'est moins efficace. Je préfère peut-être acheter un produit qui est plus cher parce qu'il est plus efficace. Ça, c'était un petit peu pour résumer le cheminement dans la tête des clientes qui, à l'époque, pensaient encore que plus un produit était cher et plus il était efficace. Bon, cette époque est, est bien lointaine, mais je pense que le côté écologique, bah, effectivement, comme Joanna nous l'a confirmé, c'est au niveau de la perception cliente d'une qualité peut-être un peu moins bien, un peu entre guillemets. moins? Mm. Mm. Oui, donc dans ce cas, c'est peut-être le terme écologique qu'il faut retravailler parce que le packaging, bah déjà entre écologique et éco-responsable, c'est pas la même chose. Ça sonne pas pareil dans l'esprit du consommateur. Et vous avez tout ce qui est aussi, comment on dit, euh, euh, éco-friendly. Voilà, éco-friendly, ça sonne aussi différemment. Donc, il y a peut-être aussi une manière de présenter différemment la caractéristique du packaging pour la tourner non pas comme quelque chose, un petit peu un boulet qu'on va se traîner, mais plus comme un avantage concurrentiel. C'est vraiment, finalement, c'est vraiment dans la formulation des termes qu'on va employer. Et c'est là où la création d'un univers, finalement, elle joue tout son rôle. Parce que quand on va créer un univers de marque, on va aussi créer tout un champ lexical. Je reprends l'exemple de Powys, hein, parce que c'est celui que je connais le mieux. Et par exemple, chez Powys, on n'a pas des coachs, on a des business trainers. Chez Powys, on fait pas du coaching, on fait du business training. Voilà, la rentrée chez Powys, c'est le business meeting. Donc, ouais, il y a beaucoup de business partout. Mais voilà, on a, on a un vrai champ lexical. Donc, moi, pour répondre à ta question, dans un premier temps, c'est ce vers quoi je tendrais. Vraiment de retravailler le wording, comme on dit hein, dans le branding, de retravailler le wording tout autour de ces notions-là pour que ça colle avec l'avatar, la cible qui va acheter du premium. Ouais, c'est un excellent conseil, effectivement. Mais le wording a beaucoup d'importance parce qu'effectivement, la différence entre écologie, éco-responsable, éco-friendly, on est vraiment sur une perception totalement différente. Totalement. Eh bien, écoutez, je vois qu'il est 20 heures, c'est passé à une vitesse incroyable. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous envoyer un petit message si vous voulez qu'on discute plus en profondeur de votre projet. Vous pouvez nous contacter par message et maintenant même sur WhatsApp. Allez voir dans la story, on a mis le lien pour nous contacter sur WhatsApp. Ça nous permettra de discuter avec vous plus en privé et le live sera en rediffusion sur notre chaîne YouTube dès ce week-end. Merci beaucoup Jessica, c'était Bah, vraiment merci à super. toi et merci à tous pour votre participation, pour vos messages. J'espère que ça vous a plu.
Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter, comme l'a dit Emmanuel, si vous avez des questions par message et également sur WhatsApp. Donc, je serai ravie de vous répondre sur WhatsApp. Donc, ce sera avec plaisir. Et n'hésitez vraiment pas si vous avez la moindre question, si vous êtes en création de projet, si vous avez des difficultés, si vous avez des interrogations, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Joanna, et merci à tous. Et pour répondre à Ami, le live, oui, sera en replay dès ce week-end. Dès ce week-end sur YouTube, mais dès tout de suite sur Ah bah Instagram. voilà, pour À ne tout rien de louper. suite. Bonne Bonne soirée. soirée, merci à tous, bonne soirée. Bye.